Merci Amine et merci surtout aux organisateurs de ce colloque, Jean-Pierre Doled, de m'avoir invité ici. C'est toujours un plaisir de revenir au Pays Basque, mais aussi de revenir au pays de raison depuis de plus que 200 ans. Et c'est aussi bien de savoir, à côté de la raison, il y a toujours la passion encore. Et ça fait plaisir. Pour un mot pour le baclofen, ce n'est pas uniquement une affaire française, c'est une affaire internationale, bien sûr. Il y a aussi un essai qui se déroule au Pays Basque, au Pays Basque, en Irlande. En Hollande, oui, en Hollande, dirigé par Wim van den Brink. Il y a aussi un essai ou une étude qui se déroule en Allemagne, à Berlin, qui est dirigée par Andreas Heinz. Alors, on va avoir des résultats un peu aussi en dehors de la France dans un an ou dans 2 ans peut-être. Alors moi, comme vous l'entendez bien, je pense, j'essaie de vous parler en français, mais effectivement, ça ne sera pas du français, ça sera du franglais. Et du franglais à l'accent allemand. Et avec tous les erreurs qu'on peut faire, et la première, pour prouver, c'est déjà là, j'y viens de comprendre, c'est l'alcoolodépendant. Alors, je vais parler de l'analmefène chez les patients alcoolodépendants. Oups. Voilà les disclosure statements. Je touche de l'argent par Lundbeck et par Pfizer et pas autre. Mais Lundbeck, comme vous le savez, c'est le producteur de l'analmefène. Alors là, il y a un conflit, il faut le savoir, il faut le démontrer. Alors, qu'est-ce que c'est ça, l'analmefène? On pourrait dire que c'est un frère ou une sœur du naltrexone, tout d'abord. C'est un antagoniste sur le système opioïdergique endogène et sur les récepteurs mu et aussi sur les récepteurs delta. Alors là, c'est vraiment plus ou moins la même chose que la naltrexone, mais il y a une différence peut-être importante. Contrairement à la naltrexone, c'est un agoniste partiel des récepteurs opioïdes kappa aussi. Alors, si ça a une signification clinique, on ne sait pas encore, mais au moins sur le profil pharmacologique, il y a une différence entre les deux. Les données pharmacocinétiques, vous les voyez ici, il y a une absorption rapide qui est importante pour l'approche qu'on a choisie pour les études. Là, il y a une demi-vie de 13 heures, il y a une occupation des récepteurs presque 100%, jusqu'à 100% après 3 heures, ce qui est aussi très important pour l'approche qu'on a choisie avec la as needed use que vous allez voir tout à l'heure. Et l'occupation des récepteurs dure au moins une journée ou même un peu plus que ça. On a fait 3 études nouvelles, si vous voulez, qui ont été dirigées par la maison Lundbeck, phase 3, avec presque 2000 patients. Alors là, c'est vraiment une base de data assez importante, je pense. C'était 3 études dans lesquelles on a essayé de traiter ces patients. Et ça s'est déroulé presque partout en Europe. Dans les 3 études, il y en avait 2 qui ont regardé l'efficacité, qui ont duré 6 mois. Il y avait une qui a regardé la tolérance, qui a duré 1 an, mais il y avait assez de patients pour regarder aussi l'efficacité dans cette 3e étude. Il y avait cet objectif principal, l'efficacité, sécurité d'emploi, tolérance, etc. Dans les patients dépendants de l'alcool. Alors, le diagnostic, c'était très clair, c'était des alcoolodépendants, les patients alcoolodépendants, pas mésusage, abuse, etc. Alors là, il y a les 3 études et les pays où ça s'est déroulé. La première, Essence One, là, j'avais le plaisir d'être le coordinateur. C'était en Allemagne, en Autriche, et en Suède et en Finlande. La deuxième, il y avait Anthony Goual de Barcelone qui était le coordinateur
qui se déroulait plutôt au sud de l'Europe, en France, mais aussi en Italie, en Tchéquie et aussi en Pologne. Et la troisième, où Wim van den Brink, qui est là aujourd'hui avec nous, était le coordinateur qui se déroulait plutôt à l'est de l'Europe et aussi en Scandinavie et au UK. Bon, alors voilà le dessin des 3 études. On a vu les patients pour la première fois ici, visite 1. Là, on a fait le diagnostic. S'il y avait un diagnostic très clair d'alcoolodépendance, on leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord de faire partie dans cette étude, etc. Et s'ils étaient d'accord, on a regardé la consommation d'alcool dans les 4 semaines précédentes avec une mesure que je vais vous montrer tout à l'heure. Et aussi, il est important de regarder un peu les principaux critères d'exclusion. S'il y avait des gens qui, malgré leur diagnostic d'alcoolodépendant, avaient une consommation trop basse, ils étaient exclus. Alors, il faudrait une consommation assez modérée ou élevée, vraiment. Mais d'autre part, s'il y avait des résultats des enzymes du foie qui étaient 3 fois plus élevés que la limite normale supérieure, on n'avait pas le droit de les prendre dans les études aussi, à cause des réflexions de sûreté. C'était impliqué par les autorités européennes. Alors, on ne pouvait pas aller au-dessus de ça. Et ça, on va voir ça tout à l'heure aussi, ça a joué sur la composition des patients qu'on a pu inclure dans ces 3 études. Et aussi des comorbidités psychiatriques aiguës. S'il y avait besoin d'un traitement maintenant, on ne pouvait pas les mettre dans ces études-là. Bon, alors là, après, le diagnostic était fait, ils étaient d'accord de faire partie de ces études et on les a renvoyés chez eux pendant une semaine ou 2 semaines et avant de les randomiser à l'analmefène ou au placebo. Et on va revenir à ce point un peu plus tard aussi parce que c'est important. Alors là, l'analmefène, 18 mg, ou bien le placebo, et les deux avec un entretien motivationnel, Brenda, qui vient aussi de la Philadelphia, de Jack O'Brien et ses collaborateurs et collaboratrices, qui est quelque chose qui aide les patients à avoir une motivation plus élevée et qui contient aussi des conseils directs. Et ça, c'était pas une psychothérapie au sens strict, mais c'était un entretien, si vous voulez, de 15 minutes à chaque visite. Et la première visite, ça faisait 20 minutes. Alors, c'est pas rien, c'est des conseils, c'est un entretien motivationnel qui joue aussi pour les patients avec la placebo et aussi avec la naltrexone. Ensuite, pour les 2 premières études, 6 mois, après discontinuation de l'analmefène et re-randomisation, la moitié ont reçu de la placebo après et l'autre moitié a été continue sur l'analmefène. Et ceux qui étaient au placebo, on a encore poursuivi pendant 4 semaines en plus. Et ça, c'était fait pour regarder s'il y avait des effets de discontinuation. Si on discontinue l'analmefène, est-ce qu'il y a des symptômes de sevrage, quelque chose comme ça? Je peux vous donner le résultat tout de suite. Il n'y avait rien de ça. Alors, et c'était pas vraiment attendu après les expériences qu'on a avec la naltrexone de millions de patients dans le monde qui ont été déjà traités avec ça. Bon. Et comme je disais, la 3e étude, c'était pour tout un an. Alors, on a regardé, et ça c'est nouveau, plus ou moins nouveau dans le monde de traitement des alcoolodépendants. On n'a pas regardé l'abstinence comme mesure principale, on a regardé la réduction.
Et là, si ça marche, ça pourrait signifier vraiment un changement de paradigme dans nos traitements, dans comment on traite les patients avec ces problèmes-là. Alors, la réduction, il y avait deux mesures principaux. C'était les jours à forte consommation, HDD, Heavy Drinking Days, et aussi consommation totale d'alcool, Total Alcohol Consumption. Qu'est-ce que ça veut dire, un jour à forte consommation? Plus que 60 grammes par jour pour les hommes et plus que 40 grammes par jour pour les femmes. On a aussi regardé un peu les stades ou les niveaux de risque qui viennent de l'Association mondiale de santé, World Health Organization, qui, sur les bases de données épidémiologiques, peuvent dire ou ont conclu qu'il y a un très haut risque pour des conséquences plus tard pour les femmes si on dépasse 60 grammes par jour et pour les hommes si on dépasse 100 grammes par jour. Alors ce seront des gens à très haut risque. Il y a haut risque, il y a moyen risque, il y a un faible risque aussi. Pour les deux premières études, on a uniquement inclus des patients qui étaient moyens ou très haut risque. Pour la troisième, on a aussi regardé un peu les gens qui avaient un faible risque. Et je vais vous montrer les résultats concernant ces niveaux de risque également plus tard. Bon, alors, comme je disais, la réduction était le premier objectif de ce traitement. Et la deuxième chose qui était intéressante, un peu différent de beaucoup d'autres études, c'est qu'on a donné ces médicaments à la demande, as needed. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit aux patients, écoutez, si c'est vendredi et en vendredi vous buvez d'habitude beaucoup d'alcool, alors c'est là où il faut prendre un comprimé. Si c'est lundi où vous ne buvez jamais, alors là, il ne faut pas que vous preniez un médicament de ce genre-là. Et on va voir les résultats de ça aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont les caractéristiques démographiques de base? Alors là, on a les résultats des trois études ensemble. Alors, on a pris tous les trois études ensemble. L'âge entre 45 et 52 ans, un tiers ou 30% de femmes dans les trois études, vivant seules, travaillant, etc. Travaillant, vous pouvez voir aussi, ça sort un peu de l'ordinaire, du normal qu'on voit chez les patients autrefois. Et cela a quelque chose à faire avec les conditions pour inclure les patients ou pas inclure les patients. La chose la plus importante, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux bras, alors entre l'almefène, l'analmefène ou le placebo dans les trois études et non plus dans cet ensemble des trois études. Aussi, problème d'alcool dans la famille, vous pouvez le voir, 40 à 60%. Nombre d'années depuis l'apparition des problèmes d'alcool, comme chez beaucoup d'autres patients aussi. Et là, ça c'est aussi quelque chose que nous trouvons important. On a réussi à avoir des patients entre 60 et 70% qui n'avaient pas encore une relation, un lien avec le système de traitement. Alors là, c'était des gens qui étaient naïfs pour le traitement. Alors on a réussi d'obtenir des patients de nouveau. Et ça, c'est important aussi sur le plan clinique, en pratique privée. C'est ce qu'on veut vraiment cibler là, des patients qui n'ont pas encore été traités plusieurs fois déjà, pour élargir le nombre des patients qu'on peut convaincre de faire quelque chose à cause de leurs problèmes d'alcool. Bon, alors, le niveau de consommation au début, dans Lesson 1, on avait 19 jours de forte consommation entre 18 jours. Alors ça, c'est pas mal quand même. Et il y a 84 grammes d'alcool par jour dans cette étude-là. Et dans les autres, c'était à peu près la même. Et ici, vous pouvez voir les niveaux de consommation à risque selon OMS.
medium, high and very high. Et c'était aussi la même chose dans la deuxième étude, mais la troisième, on avait, comme je disais tout à l'heure, on avait aussi une petite groupe de patients avec faible dose. Alors, on a mesuré les HDDS et le TAC comme variables principales, mais aussi on avait des variables ciblées secondaires, si vous voulez, et vous pouvez les voir ici. La proportion des répondeurs sur la base de la consommation, des symptômes de dépendance sur une évaluation clinique, alors qui ne dépend pas uniquement, comme les autres, de la consommation, à ce que les patients nous racontent, et aussi des tests biologiques de fonction hépatique, et je vais vous donner les résultats dans les trois domaines tout de suite. On ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore les données. Voilà le résultat de la première étude qui a été publiée il y a 6 mois au Biological Psychiatry avec le groupe des auteurs que je vous avais nommé plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On commence avec un moyen de 19 HDD, Heavy Drinking Days, au début. Et si on regarde le groupe qui a reçu le placebo, plus Brenda, plus les conseils, plus cet essai motivationnel, on peut voir sur les 6 mois, déjà après le premier mois, qu'il y a vraiment une réduction significative, importante de la consommation d'alcool chez ces patients-là. Ça veut dire qu'il semble, d'après cette étude et la deuxième étude qui a trouvé la même chose vraiment, que la réduction en sens strict, si vous voulez, marche dans les patients qui portent un diagnostic d'alcoolodépendant. Et ça, pour moi, c'était une surprise, vraiment. Il y a 5 ans, j'ai écrit des articles que ça ne peut pas marcher. Il faut l'abstinence et il faut regarder si quelqu'un a d'autres idées. Il faut vraiment montrer des datas, des résultats pour voir si ça marche ou pas. Alors là, je vois, même avec le placebo et la consultation, qu'on peut vraiment, sur 6 mois, on peut réduire la consommation avec le diagnostic d'alcool dépendant. Deuxième chose, ça marche aussi avec la nalmefène, et dans tous les mois qu'on a regardé, c'est significativement il y a plus de succès avec la nalmefène qu'avec le placebo, sur les conditions qui sont ailleurs identiques dans les deux groupes. Alors, un résultat significatif pour la nalmefène contre le placebo, mais les deux groupes vraiment réduits significativement. Si on regarde le total alcohol consumption, la même chose. On descend de 84 grammes par jour jusqu'à 30 grammes et la même histoire comme avec les journées de forte consommation dans la première étude. Bon, ça c'était ce que les patients nous ont raconté sur, sur une base de diary, qu'est-ce qu'on dit diary? Un calendrier où ils ont marqué tous les jours qu'est-ce qu'ils ont buvé ou pas. Et bien sûr, il est très important dans ce genre d'études de regarder aussi comment est-ce que les experts ont regardé le succès ou pas succès, le progrès chez les patients. Et aussi, c'était double aveugle, alors ils ne savaient pas qui est sur la placebo ou sur la nalmefène. Alors là, et aussi les fonctions hépatiques. Et je vous montre les fonctions hépatiques tout d'abord. Dans les essais, là, dans la première étude, mais c'était la même chose dans la deuxième aussi, on a regardé, on a trouvé que la GGT a significativement baissé avec la placebo et aussi avec la nalmefène, mais la différence de
du changement était plus élevé, significativement plus élevé chez les patients qui étaient sur la nalmefène que les patients sur le placebo. Alors, les deux, sur le temps, étaient significativement mieux, mais beaucoup plus, significativement plus pour la nalmefène comparé avec la placebo, et c'est vrai aussi pour la ALAT, dans les deux études qu'on a vues. Alors, ça veut dire que sur le plan biologique, on peut vraiment, on a des données qui ressemblent les données que les patients nous ont racontées aussi. Et ça, c'est vrai aussi pour les impressions globales des experts, tout en vous rappelant que c'était en double aveugle. Alors, ils ne savaient pas qui a eu la nalmefène ou le placebo. Alors, la même chose, ça va mieux dans les deux groupes, mais ça va beaucoup mieux dans la groupe de nalmefène qui a reçu la nalmefène. Voilà, ça, ce sont les résultats de la première étude, et la deuxième, c'est plus ou moins grosso modo la même chose, et la troisième aussi. Mais je vais maintenant vous montrer des analyses secondaires qu'on a fait, qui étaient dans une partie suggérée par les autorités européennes, la European Medicines Agency à Londres. Alors là, la première, il y en a deux. La première revient à ce point qu'on a vu les patients à un moment donné, et qu'on a dit, bon, allez chez vous et revenez dans une semaine ou deux, et alors là, vous recevoir la première pilule de placebo ou de la nalmefène, la randomisation. Et là, c'était bien sûr intéressant de voir qu'il y avait quelque chose qui se déroulait entre ces deux points d'examen. Et dans la première étude, on avait 18% de gens qu'on appelle réducteurs avant randomisation. Alors, pour eux, le fait qu'ils avaient reçu un diagnostic vraiment par les experts, et aussi leur décision, oui, j'ai des problèmes là, il faut faire quelque chose à cause de ces problèmes pour améliorer la situation globale. 18% ont déjà réduit leur consommation d'une manière vraiment significative, et 82 n'ont pas pu supprimer ou réduire leur consommation dans cette étude. Dans la deuxième, d'abord là. Alors là, ce sont ces gens qui n'ont pas pu réduire entre les 2 semaines là au début, qui restaient avec les 20 jours de heavy drinking days, et ça, ce sont les autres qui ont pu réduire d'une manière significative. Et on peut voir qu'ils avaient une consommation de base moins que les autres aussi. Et ça, c'était vrai pour les deux autres études aussi. Et si on regarde ça maintenant, si on divise les patients entre les réducteurs primaires et secondaires, on peut voir ceux qui ont réduit déjà ici. Dans les 2 jours-là, il n'y a plus rien, ni pour le placebo, ni pour la nalmefène qui peut se passer. C'est déjà très, très bas. Par contre, pour les autres, les effets ou les différences entre placebo et nalmefène sont plus importantes, ce qu'on pouvait attendre. Bon, alors la deuxième analyse secondaire qu'on a fait, qui est aussi publiée par ce groupe d'auteurs que je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont des gens, ça fait 850 patients des 2000, qui ont les mêmes dates démographiques que les autres. Alors, de nouveau, il n'y avait pas de différence entre placebo et nalmefène dans tous ces domaines-là. Alors maintenant, on regarde les 850 qui n'étaient pas des réducteurs primaires, comme je vous ai montré tout à l'heure, et aussi qui avaient une consommation plus élevée que les autres auparavant. Alors, ce sont les deux groupes-là maintenant. Et si on regarde ça dans les deux premières études, de nouveau, les différences entre la nalmefène et le placebo sont plus élevées, si on veut, plus importantes. Dans ce groupe. Et maintenant, on ne parle pas de 19 heavy drinking days, on parle de 23 heavy drinking days qui descendent là. Sur 6 mois, et c'est aussi vrai pour la total alcohol consumption, et c'est aussi vrai, et ça c'est très important dans la troisième étude,
pour toute l'année. Alors, ce n'est pas uniquement pour 6 mois. On a des datas qui montrent que ça marche pour toute l'année, si vous voulez. Alors, pour 12 mois, et les différences sont même plus importantes vers la fin de cette année que plus tôt. Bon, finalement, la WHO et leur groupement de patients à haut risque ou à moyen risque, etc. Alors, si on regarde les gens qui étaient capables de réduire leur risque de très haut à moyen, alors ça veut dire qu'ils avaient 2 catégories qu'ils ont améliorées. Il y avait une situation favorable pour les gens qui ont reçu la nalméphène comparé avec le placebo. Si on regarde ceux qui étaient dans le level de moyen risque ou de très bas risque, la même chose. Et si on regarde une réduction in total alcohol consumption de 70%, la même chose. Alors aussi, pour les critères de la WHO, c'est la même chose, on voit les mêmes résultats. Bon, alors, on peut résumer, effectivement, il semble que la réduction marche. Et deuxièmement, il semble que la nalméphène fait plus que le placebo, et c'est très important. Et ça peut changer notre approche vis-à-vis de ces patients d'une manière fondamentale, je pense. Il faut finir pour voir les effets secondaires. Mais là, comme avec tous les médicaments, c'est très, très important de regarder ça. Et de nouveau, si on regarde pour les 3 études, l'ensemble des données avec les effets indésirables, avec une incidence de plus que 5%, on peut voir qu'il y a une différence entre placebo et nalméphène. Il y avait plus dans le groupe nalméphène que dans le groupe placebo, bien sûr. C'était des nausées, c'était vertige, c'était insomnie, aussi un peu céphalée, etc. Alors là, c'était là, mais ce n'était pas inattendu. On sait ça depuis ce qu'on a la naltrexone. C'est plus ou moins la même chose qu'avec la naltrexone. Il est important de déligner que c'était des effets indésirables pendant 2, 3, 4 jours et après c'était fini, plus ou moins. C'était transient. Il y avait quelques-uns qui ont quitté les études et drop out auparavant, aussi à cause des effets secondaires, mais ce n'était pas un chiffre très, très élevé. Bon, c'est ce que je viens de dire. Et on pourrait aussi résumer la situation de sécurité et de tolérance, comme vous pouvez le lire ici. Il y avait des effets indésirables. Je vous ai nommé les nausées, vertiges, etc. Ça a été quelques jours transitoires et pas menaçant. Ça, c'est très important. Ce n'était pas menaçant. Il n'y a aucune indication qu'il y a des problèmes d'adaptation, de changement de dose, etc., de tolérance. Rien de ce genre-là. Et, bon, je ne sais pas si on veut peut-être, on va laisser pour ça peut-être pour la discussion. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Nous avons épuisé le temps, donc je m'autorise un tout petit débord sur le café. Je vous demande de poser des questions courtes pour avoir des réponses tout aussi précises pour qu'on puisse profiter de la présence de nos orateurs et aussi prendre un petit café. Jean-Jacques. Oui. Est-ce qu'on a une étude qui compare un groupe sous naltrexone puis un groupe sous nalméphène? Peut-être Lundbeck est moins intéressé, disons, à financer ce genre d'études. Mais, et deuxième question, est-ce qu'on a une étude génétique aussi pour voir si sous nalméphène, on a aussi certains patients qui répondent mieux que d'autres? Allez. Réponse à les deux questions, non. On n'a pas une comparaison entre les deux. Il y a, comme vous le dites, hein, il n'y a aucun intérêt dans les boîtes pharmaceutiques de faire ça.
alors on n'a pas. Et deuxième point, dans les études, là, avec Lundbeck, on a aussi des échantillons de sang dans presque 300 patients, mais on n'a pas encore regardé. Mais bien sûr, il pouvait en plus de ces données-là, que les porteurs de cet allèle dont Jacques a parlé puissent avoir une réponse encore plus favorable. C'est possible. Alors, juste, simplement, c'est un complément. Ce qui a été dit par le professeur Brian, c'est que finalement, il y avait une part génétique qui était importante et donc ça correspond souvent à une histoire familiale. Vous avez un tiers, globalement, si j'ai vu, vous l'avez dans votre étude, vous avez un tiers de gens pour lesquels vous avez retenu une histoire familiale. Est-ce que ça marche mieux? Vous avez forcément regardé. Il y a une différence? On a regardé et de nouveau la réponse est non. On n'a pas trouvé ça. Il faut aussi dire que ça, c'était pas trouvé dans toutes les études sur la naltrexone. Dans quelques-uns. Non, mais chez vous, ça n'a pas été trouvé. Non. Ok. Oui, derrière. Oui. Bonjour, Damien Carmona, Créteil. Merci pour votre présentation qui était très claire et fort intéressante. J'ai une toute petite question concernant l'utilisation du nalméphène au niveau européen, savoir où on en était. Et une autre chose, c'est au niveau de la durée d'efficacité, vu que c'est une prise unique, savoir s'il y a des différences suivant les individus, etc. Merci d'avance. D'accord. Alors, la situation en Europe, la nalméphène a été, comment dit-on, approuvée par les autorités européennes. Alors, on peut l'avoir, on peut le prescrire dans plusieurs pays européens et les autres vont suivre tout de suite. Je ne sais pas pour la France. La France ne sera pas les derniers, jamais. Hein. Okay. Mais peut-être parmi les derniers. Mais l'Allemagne non plus. Hein. Et Lundbeck attend jusqu'à ce que c'est clair si c'est remboursé ou pas. Là, c'est pour ça. Mais ça marche déjà en Norvège, en Finlande et au Danemark, je pense, et en Pologne et en d'autres pays. En Grande-Bretagne aussi. Et la deuxième... c'était des caractéristiques individuelles qui font un prognostic mieux ou qui répond mieux à cela. Non. On a regardé plusieurs choses, par exemple les liens familiaux, etc. On n'a vraiment rien trouvé à part de la consommation plus haute que je vous ai montré là. Rien d'autre. Merci. En bas, ensuite. Oui. Oui, simplement d'après ce que j'ai vu et d'après mon expérience personnelle, les médicaments semblent surtout utiles chez les grands consommateurs. Chez des faibles consommateurs, peut-être que simplement l'intervention d'un généraliste pourrait être utile. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense maintenant on a une fenêtre on a eu de chance vraiment dans notre domaine. C'est-à-dire qu'on pourrait motiver beaucoup plus de gens qui ont ce problème-là, qui jusqu'à maintenant n'ont pas vu encore un spécialiste, et le généraliste n'a pas su quoi faire. Je parle d'Europe, je ne parle pas de la France peut-être. Alors là, si les généralistes adoptent ce genre de choses, et ça c'est probable, alors là on pourrait vraiment changer le monde de l'alcoolologie profondément. Ça c'est ce que j'espère vraiment, parce qu'on a vu avec Henri-Jean Aubin qu'on touche seulement 10% des patients qui ont vraiment besoin de quelque chose. Alors si on pouvait avoir 20 ou 30%, ce serait vraiment une révolution. Ok. Jean-Pierre, oui, tu l'as fait court. Je voudrais faire juste une précision du comité d'organisation. Nous avons sollicité, comme il est naturel, l'industrie pharmaceutique en général comme sponsor dans toutes les conditions de transparence et de bonne pratique, comme sponsor pour le THS, dont le laboratoire Lundbeck, qui n'a pas souhaité faire partie du sponsoring. Donc c'est le comité scientifique qui a invité Karl Mann, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation, et qui donc est invité par le THS ici, Lundbeck n'étant
Bien sûr. J'espère que la prochaine fois, ils seront plus présents, mais en tout cas, cette fois-ci, ils n'ont rien à voir avec la présence de Karl avec nous. Alors, avant de se quitter, je voulais faire une petite remarque. Je vous donne dernière intervention à Gabriela. Tu as montré dans les datas qu'il y avait une amélioration des critères biologiques chez les patients qui étaient sous nalméphène. Lorsque tu colliges les 3 essais, on le montre à un moment donné, on voit une amélioration des critères biologiques, notamment gamma-GT. Une amélioration des critères biologiques, hein, des diapositives. Évidemment, c'est très bien, ça valide le caractère utile et important d'une diminution de la consommation, mais en pratique clinique, ça peut être un faux ami parce qu'on a des patients qui sont sur le plan clinique absolument sévères et qui, dans la relation de soins, exhibent un certain nombre de critères biologiques dits normaux. Et donc, on a quelquefois, en dehors des essais qui sont, comme tu as montré, il est absolument nécessaire d'avoir la preuve biologique, mais dans notre pratique d'alcoologue, on a des patients qui vont très mal sur le plan clinique et qui ont des critères biologiques absolument normaux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, si j'ai bien compris, parce que tu parles extrêmement vite, hein, mais si j'ai bien compris, c'est vrai. Alors là, on avait un échantillon limité à cause des exclusion criteria que j'ai montré. Alors maintenant, il y a des phases 4 études qui sont en train de se dérouler. Et alors là, on a des gens avec des fonctions biologiques et fois beaucoup plus élevées. Alors là, on va voir. Mais il y a peut-être une différence entre la nalméphène et la naltrexone aussi dans ce domaine-là. Pour la naltrexone, on sait dans les doses plus élevées, au moins, c'est pas bon pour le foie. Et pour la naltrexone, il semble que c'est pas le cas. Alors là, il faut voir si c'est vrai ou pas. Merci, Karl. Gabriela va te poser une question en anglais, mais tu vas répondre en français. You can. Well, thank you very much for this wonderful panel. Yes. So I take this off, it's better. I have a question regarding, maybe you can comment on the teratogeneity on nalmefene. Why I'm asking this. There is a discussion in Suboxone, buprenorphine, naloxone, as in the States and in Australia, is only the film formulation available, and it takes quite a considerable time that substance-dependent women realize that they are pregnant. And it seems to be that the data provide safety for having the administration even in the early 12th week of pregnancy. And we are aware of the issue that more and more women are drinking in the reproductive age. It takes a long time until they realize we are aware of the major risk on binge drinking and the fetal alcohol syndrome. So I know no company will ever support doing a study on this, but I would like to hear you on the teratogeneity on nalmefene and probably looking into risk-benefit decisions, because we just do the WHO guidelines on pregnancy and substance dependence. Might there be an issue in order to look at the risk-benefit of adding nalmefene and reducing the fetal alcohol syndrome incidence and lowering the costs overall for the treatment of fetal alcohol syndrome? Oui, effectivement. On demande dans quelle... c'est sur les femmes enceintes. Oui, c'est une question très, très importante. Les femmes enceintes, est-ce qu'on peut le prescrire ou pas? Dans les études, c'était exclu. Et ça, c'était à cause des autorités européennes. On ne pouvait pas faire autrement. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas pour ce moment. Mais avec la naltrexone, je pense, en pratique générale, il n'y a pas vraiment de risque. Hein, Jacques? La vraie question est la science. In English, you cannot ever be sure because you have no animal model that is 100% predictive of fetal abnormalities. You have to wait. For example, Dilantin, phenytoin, that we use for seizures. It took 30 years for this to come out, and the way it was learned was by accidental ingestion by pregnant women. And it was like on case reports. But you can't do an experiment on human beings, and the animals can be totally clean, but it's still dangerous for humans. So it just doesn't cross species barriers.